Bonjour, bienvenue sur Zendesk. Alors après l'interview du docteur Elias qui nous a présenté la médecine intégrative, voici aujourd'hui un autre exemple d'une doctoresse qui, après avoir longtemps pratiqué la médecine occidentale traditionnelle, a effectué une remise en question et suite à une recherche personnelle et scientifique, elle s'est alors orientée vers des méthodes plus naturelles dans sa pratique. En effet, suite à de longues années de pratique en tant que chirurgienne, notamment liée au cancer du sein, elle s'est petit à petit rendu compte des limitations et des failles qu'avait le système médical traditionnel. Elle a donc effectué plusieurs recherches et s'est alors orientée vers des médecines plus naturelles, notamment l'Ayurveda, qui est la médecine indienne. Alors dans cette interview dont je vais vous présenter aujourd'hui la première partie, le docteur Horner, qui est interviewé par le docteur Mercola, va nous parler de son parcours et de sa reconversion aux médecines naturelles. Elle nous présentera ensuite et nous donnera des conseils de vie et d'alimentation pour pouvoir éviter la maladie et profiter d'un bien-être en général. Alors avec le docteur Elias, la doctoresse Horner fait partie de cette génération de médecins qui reconnaissent les failles de notre système de santé et participent alors à une sorte de révolution médicale. J'espère que cette interview vous inspirera à prendre part dans cette révolution. Merci et à bientôt. Bienvenue à tous, je suis le docteur Mercola. Aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir la doctoresse Christine Horner. Elle a un parcours très intéressant dans le monde de la santé et elle va nous parler du cancer, de son diagnostic et de son traitement. Vous êtes une vraie experte dans ce domaine et je suis très heureux de pouvoir faire cette interview avec vous. Pouvez-vous commencer par nous parler de votre parcours, de vos qualifications médicales et ce qui vous a mené à votre position aujourd'hui? Bien sûr, mon parcours est en effet assez unique. J'ai fait mes débuts en tant que chirurgienne et je suis certifiée en chirurgie générale et en chirurgie esthétique. J'ai commencé à pratiquer en 1991 et j'avais un intérêt particulier pour le cancer du sein parce que ma mère en a eu un quand j'étais à la fac. Et elle en a eu un deuxième au sein opposé 13 ans plus tard. Alors suite à ça, je me suis intégré à la Société américaine pour le cancer au point d'en être la représentante pour l'État du Kentucky. Je travaillais à Cincinnati, qui se trouve de l'autre côté de la rivière, alors j'avais un bureau là-bas, ainsi que dans le Kentucky, où je représentais la Société américaine pour le cancer. Nous étions formés pour dire que nous ignorions les causes du cancer du sein et qu'il n'existait pas encore de traitement. Alors ce que les femmes pouvaient faire de mieux était des dépistages par mammographie. C'est ce que ma mère a fait et on lui a trouvé une deuxième tumeur sur le sein opposé. Et comme elle était suivie de près, cette tumeur était encore très petite, moins d'1 centimètre, sans métastases ganglionnaires et les marqueurs tumoraux étaient favorables. Nous pensions donc qu'elle irait bien, mais 5 ans plus tard, des douleurs sont apparues dans sa jambe et nous avons appris que le cancer s'était propagé. Alors elle a baissé les bras, elle ne voulait plus vivre et mourut environ 9 mois plus tard. Elle avait 75 ans, ce qui était très jeune dans sa famille, étant donné que la plupart de ses proches vécurent au-delà de 100 ans. Alors tout ça m'a vraiment secoué. De l'autre côté, dans ma pratique, je voyais des femmes de plus en plus jeunes se faire des reconstructions mammaires suite au cancer. Des femmes dans leur vingtaine. C'est là que je me suis dit que quelque chose clochait. Car en quelques années, vers 1993, j'ai remarqué ce changement d'âge dramatique de jeunes femmes atteintes du cancer du sein. C'était assez courant pour des femmes dans la quarantaine, mais ensuite c'est devenu la vingtaine. Et tout ça n'est pas normal. Tout ça se passait quand je pratiquais encore dans le Kentucky. Alors j'ai décidé de rechercher la littérature scientifique pour trouver quoi que ce soit que les femmes pourraient faire
naturellement pour réduire leur risque de cancer du sein. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir découvrir, car à l'époque, je pensais que toutes les recherches étaient financées par les compagnies pharmaceutiques. Mais en cherchant, j'ai à ma surprise trouvé un millier d'études qui démontraient exactement pourquoi nous avons cette épidémie de cancer du sein, mais aussi du côlon et de la prostate, et tous les autres problèmes de santé en général. J'ai alors découvert tout ce que nous faisons dans notre culture pour développer ces maladies, mais aussi tout ce que nous ne faisons pas pour nous protéger de ces maladies. Des techniques naturelles, telles que la nourriture, les compléments, les plantes, l'activité physique, etc. En fait, toutes les choses que l'on m'avait enseignées comme n'ayant aucun effet pendant mes études de médecine et de chirurgie. Arrêtons-nous ici quelques moments, car je suis très curieux. En tant que médecin et chirurgien, qu'est-ce qui vous a poussé à trouver les causes de la maladie? Car la plupart des médecins, dans votre cas, ne font pas cette remise en question, cette recherche. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Était-ce ce qui s'est passé avec votre mère? Eh bien, pas seulement l'histoire de ma mère, mais je ne voulais pas, moi non plus, avoir le cancer. On dit aux gens souvent, regardez, la meilleure chose à faire est la mammographie pour dépister les tumeurs. Mais cela veut dire que c'est déjà trop tard. Et même si vous êtes seulement au premier stade, ceci est terrible. Je le sais en voyant mes patients. C'est un traumatisme émotionnel. Vous avez peut-être besoin d'opérations, d'irradiation ou de chimiothérapie. Et au bout du compte, vous pouvez vivre ou mourir. Alors pour moi, je ne pense pas que ce soit une bonne option. Et on dit aux femmes que c'est la seule chose qu'elles peuvent faire contre le cancer. Quelle impuissance! On n'a alors aucun contrôle. Et si vous regardez les études épidémiologiques sur différents patients, on voit qu'en Asie, l'incidence de cancer du sein et de la prostate est très faible. Alors lorsque ces personnes migrent aux États-Unis et adoptent le mode de vie occidental, on peut se demander si le risque de développer le cancer augmente. Si leur risque reste minime, on sait alors que la cause est génétique. Mais si ce risque augmente dramatiquement, alors on sait que la cause principale est le mode de vie et le changement d'alimentation. Et depuis longtemps, des études ont montré que si des femmes asiatiques migraient et adoptaient le mode de vie occidental, en une génération, leur risque s'égalait à celui des femmes américaines. Alors que font-elles en Asie? Et que ne faisons-nous pas ici pour créer une telle différence? Très bien. Alors après cette remise en question initiale, quelle a été la prochaine étape dans votre recherche? Comment avez-vous découvert ces stratégies, ces thérapies et ces approches plus naturelles? J'ai un jour rencontré un reporter qui était professeur de méditation depuis plus de 30 ans et il travaillait dans le domaine de la médecine ayurvédique. En discutant, il m'a incité à commencer la méditation en pensant que ça me plairait. Et en découvrant les effets importants que ça pouvait avoir grâce à de simples méditations, je me suis davantage intéressé au sujet. Alors j'ai été introduit à la médecine indienne, l'Ayurveda. Et le plus j'en ai appris, le plus je me suis dit que les gens devaient savoir ces informations. Car il y a une telle ressource de choses simples que nous pouvons faire pour influencer notre santé. Et plus vous apprenez sur les médecines naturelles, plus vous réalisez que nous mentons à nos patients. Ce n'est peut-être pas intentionnel, mais c'est ce que l'on nous enseigne en médecine, à travers les compagnies pharmaceutiques, etc. Alors je me suis associé à la chaîne de télévision locale de Cincinnati pour présenter les méthodes de médecine naturelle et alternative lors d'une émission médicale. Et ça fut la première de ce genre officiellement reconnue, de 1999 à 2002. C'est vraiment à cette époque que je me suis immergé dans les médecines naturelles. Et ce fut comme un internat pour moi. Je présentais 2 émissions par semaine et je devais être pointu pour ne pas être attaqué par mes collègues. Comment avez-vous acquis ces informations et ce savoir? Avez-vous fait des formations ou de la lecture? Principalement avec PubMed, qui est une ressource phénoménale, et aussi avec des rencontres de patients ayant suivi ces thérapies, mais principalement une éducation personnelle en recherchant la littérature scientifique. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours par semaine, entre mon cabinet, l'émission télé, et en travaillant très dur, j'ai pu continuer pendant 3 ans. Et puis un jour, j'en ai eu assez.
Je me suis levé un matin et réalisé que je ne pouvais plus en faire autant. Alors j'ai arrêté mon activité de chirurgie parce que ma vraie passion est d'enseigner aux gens les façons naturelles de rester en bonne santé et d'éviter le couteau, comme j'ai l'habitude de dire. Donc en gros, j'ai démissionné et me suis consacré aux médecines naturelles. Je respecte beaucoup votre décision d'avoir choisi de faire ce qui vous passionne vraiment, ce qui est d'ailleurs la clé du succès, peu importe l'activité. Et ça a été votre cas. Vous vous êtes seulement spécialisé dans les thérapies naturelles pour le cancer du sein, ou avez-vous étendu vos intérêts à d'autres cancers et d'autres maladies? Alors c'était très large, surtout au début avec l'émission, où c'était à propos de divers sujets. Et puis quand j'ai arrêté la chirurgie, j'ai décidé d'écrire mon premier livre sur toutes les alternatives naturelles qui protègent contre le cancer du sein. Car nous avons les réponses à l'épidémie de cancer, vraiment, et elles sont très simples. Et si vous faites une seule chose, malgré une mauvaise hygiène de vie et une mauvaise alimentation, une seule de ces choses et vous diminuez votre risque de moitié. Et si vous faites plus d'une chose, ces effets se multiplient. Ils ne s'ajoutent pas simplement, mais ils se multiplient. Donc ça devient extrêmement facile de largement diminuer vos risques de cancer du sein. Et même virtuellement, éliminer tous ces risques. Si vous regardez par exemple à l'Inde rurale ou aux campagnes chinoises, où les gens vivent encore de fruits et de légumes frais et qu'ils sont physiquement actifs au quotidien, et où ils utilisent différentes épices pour cuisiner, etc. Ces gens ont le taux le plus faible du cancer du sein dans le monde entier. Et je pense que nous devrions au moins les égaler, et même faire mieux, car nous avons les connaissances nécessaires. En prenant des compléments par exemple, pour obtenir des taux optimaux, nous pourrions atteindre une incidence de cancer quasi nulle. Alors j'aimerais élargir notre discussion, surtout que vous ne traitez pas seulement le cancer du sein, et nous pourrions alors inclure des maladies qui touchent aussi les hommes. Et il y a un organe assez équivalent, pas par sa fonction, mais par rapport à ses caractéristiques. Et je parle de la prostate. Le cancer de la prostate est un des principaux chez les hommes. Et ces réponses par rapport aux facteurs de risque sont similaires au cancer du sein. Pourriez-vous ainsi élargir votre discussion pour pouvoir aussi intégrer les hommes? Alors les cancers du sein, de la prostate et du côlon sont tous des tumeurs très similaires. Elles sont appelées des tumeurs hormonales, car leur croissance est influencée par certaines hormones. Et les choses qui développent le cancer du sein sont les mêmes choses qui sont responsables des cancers de la prostate et du côlon. Et de la même manière, les choses qui nous protègent contre un type de cancer nous protègent aussi contre les autres types de cancers. Et vous savez, tout ce que je trouve contre le cancer sont des choses pour une bonne santé en général. Donc si vous évitez les choses qui contribuent au cancer du sein, de la prostate ou du côlon, et que vous prenez les précautions préventives, vos chances de souffrir de quelconque maladie chronique deviennent extrêmement faibles. Et vos chances de profiter d'un bien-être optimal sont très hautes. Alors vous avez effectué un gros travail de recherche pour évaluer les stratégies pour minimiser les risques. Car au-delà du dépistage, il est encore mieux d'anticiper et empêcher la maladie. Pourriez-vous partager avec nous ce que vos recherches ont démontré et quelles sont ces stratégies préventives? Et peut-être même nous donner la meilleure des solutions que vous avez identifiées. Et même s'il y en a plus de 50, pourriez-vous en choisir une? Vous savez, c'est très difficile. Si vous étudiez la recherche, dans tout ce que vous trouvez, il y a à peu près une réduction de 50% pour presque toutes les méthodes. Et si vous combinez ces techniques, vous avez un effet synergique et leur efficacité se multiplie. Mais je dirais que la chose la plus importante est ce que vous mettez ou ne mettez pas dans votre bouche. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Les aliments que nous consommons ont une influence énorme, ainsi que les épices, les herbes, etc. Mais aussi ce que nous évitons. Alors voilà ce qui rendra les meilleurs résultats. Bon, après pour moi, vous ne pouvez pas faire une seule chose pour votre santé.
Non, je comprends. Ce que je voulais dire, par exemple, par rapport à mes propres recherches, la chose la plus importante serait l'exposition de notre peau au soleil. Oui, la vitamine D est très importante. Elle réduit votre risque de moitié. Le curcuma, un anti-inflammatoire puissant, réduit aussi vos risques de moitié. Voyez, je pourrais parler de chaque chose et la recherche montre une réduction de 40 à 50%. L'activité physique, etc. Alors dire qu'une chose est meilleure qu'une autre est très difficile. Oui, ce sont des changements dans notre mode de vie en général. Et ce n'est pas seulement pour le cancer du sein, mais pour la plupart des cancers. Alors, j'aime mettre les choses dans deux catégories différentes. La première est que nous devons arrêter ce qui nourrit et développe nos cancers. Il y a un bon proverbe qui dit « Vous ne pouvez jamais essuyer un sol si le robinet reste ouvert ». Donc, le problème principal est que les gens pensent qu'ils puissent simplement ingérer une pilule ou une plante et que cela les sauvera. Mais en fait, il faut surtout arrêter ce qui est la cause de la maladie et ensuite seulement les traitements pourront être efficaces. Alors les principales causes du cancer que nous avons trouvées sont en numéro 1 la consommation de viande rouge. Dans notre société, nous avons en plus ces pratiques terribles d'injecter nos bétails avec des antibiotiques, des hormones de croissance, etc. Et cela crée un nombre énorme de toxines qui sont principalement stockées dans les graisses animales. Et en mangeant de la viande rouge, il y a de nombreux facteurs qui participent à son effet cancérogène. Tout d'abord, pendant la cuisson, vous créez de nouveaux carcinogènes, appelés amines hétérocycliques, qui ont un terrible effet cancérogène sur notre tube digestif et augmentent notre risque de cancer du sein, de côlon, de la vessie, de la prostate, etc. Ensuite, les acides gras saturés de provenance animale ont un rôle de stockage concentré de toxines. Et nous savons que ces toxines ont un éventail d'effets nocifs en endommageant par exemple l'ADN. Et le fer, contenu dans la viande rouge, s'est aussi révélé être nuisible. Si vous êtes une femme en menstruation, c'est normal d'ingérer du fer. Mais si vous ne l'êtes pas, comme les hommes, alors c'est très facile d'obtenir des taux de fer trop élevés. Et il a été prouvé que le fer peut être dangereux s'il s'associe avec d'autres molécules pour former ce qu'on appelle des radicaux hydroxyles, qui sont de très puissants radicaux libres. Et du fer a été trouvé dans les plaques des vaisseaux sanguins ainsi que dans les plaques chez des cerveaux atteints d'Alzheimer. Ensuite, un autre des facteurs alimentaires les plus importants est le sucre. Pour moi, le sucre est vraiment quelque chose de très nocif. Il a été prouvé que le plus on en consomme, plus nous alimentons ces maladies chroniques. Une étude publiée il y a environ un an s'est intéressée à toutes ces maladies, Alzheimer, l'arthrose, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Et la conclusion était que le sucre est un mécanisme universel pour toutes les maladies chroniques. Il induit une inflammation et la production de radicaux libres. Et ces deux procédés sont à l'origine de toutes ces maladies, y compris le cancer. Le sucre engendre la croissance du cancer du sein, car le glucose est la nourriture préférée du cancer. Donc, le plus on en ingeste, le plus rapidement les tumeurs se développent. Une autre étude a comparé un groupe de femmes qui consommaient de fortes doses d'hydrate de carbone avec un groupe en consommant de faibles doses. Et les femmes avec beaucoup de sucre avaient un taux 2 fois plus élevé du cancer du sein. Le sucre a aussi un effet destructeur sur notre système immunitaire. De nombreuses études ont montré qu'un repas élevé en sucre pouvait réduire l'efficacité de notre système immunitaire jusqu'à 90% pendant 5 heures après la fin du repas. Il est donc primordial de réduire notre consommation de sucre. Ensuite, j'aimerais parler des différents types d'acides gras. J'ai mentionné les acides gras saturés de provenance animale, mais un autre point à comprendre est que peu importe ce que nous consommons, ceux-ci forment notre corps, et on a tendance à l'oublier. Alors toutes nos membranes cellulaires sont formées d'acides gras, notre cerveau aussi.
Nos cellules nerveuses sont aussi protégées par une couche d'acide gras. Et il y a quelques années, on pensait qu'il fallait limiter notre consommation de gras, mais en vérité, c'est la qualité des gras qui est importante. Nous devons éliminer principalement les gras de source animale et les gras de type trans, qui sont hydrogénés ou partiellement hydrogénés. Ceux-ci sont très nocifs pour notre santé. On les trouve par exemple dans les frites, les biscuits, les chips pour les rendre croquantes et allonger leur durée de conservation. Il est donc important de lire les étiquettes pour vérifier les types de gras. Si on consomme des acides gras oméga 3 ou oméga 9, qui sont de bonne qualité, alors nos membranes cellulaires se forment de ces acides et leur fonction en est largement améliorée. Celles-ci deviennent plus fluides, ce qui améliore toutes les fonctions internes de la cellule. Et il est intéressant de voir qu'en rapport au cancer du sein, lorsque l'estrogène se connecte à son récepteur sur la membrane cellulaire, il ne se produit pas simplement un effet d'interrupteur, allumé ou éteint, mais c'est plutôt comme le contrôle du volume. Certaines choses augmentent le volume et causent la cellule de grandir et de se développer rapidement, alors que d'autres baissent le volume. L'une de ces choses est le type d'acide gras que l'on consomme. Si on consomme beaucoup de gras animaux et de gras trans, on obtient un effet de boost, ce qui augmente ce volume tout en haut. Alors qu'avec des oméga 3 principalement, on baisse ce volume de croissance cellulaire, donc les types d'acides gras sont très importants pour réduire le cancer.